Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tutoriel en langage Python. On va aborder, en tout cas revenir ensemble sur le fonctionnement des attributs dans ce langage lorsqu'on définit des classes et lorsqu'on crée en fait des instances pour obtenir des objets issus de cette classe. Et ça va compléter un petit peu ce qu'on avait vu dans le cours. Si vous vous souvenez notamment lors de la séance 13, lorsque nous avons abordé les propriétés d'encapsulation. On a fait un petit peu le tour du sujet pour voir un peu comment produire à partir d'attributs comme on l'a ici de manière publique, obtenir des attributs dits privés et ensuite de pouvoir filtrer et contrôler ces derniers via des propriétés, que ce soit pour l'accès à ces attributs, leur modification ou même leur suppression. Et on en était un petit peu resté là. Ça a été complété ensuite par un tutoriel sur les décorateurs qui vous a permis ensuite de voir comment finalement définir des propriétés via l'utilisation de décorateurs. Donc vous avez comme ça soit l'usage de la fonction property, soit l'usage de décorateurs au choix. Et dans ce tutoriel, on va compléter, on va ajouter en annexe une partie concernant justement sur ce côté finalement privé des attributs pour voir un peu comment ça se passe en Python. Alors déjà dans ce langage, si vous venez d'un autre langage de programmation, on va dire avec un fonctionnement plus strict de ce côté-là, je pense à C++, je pense à Java, etc. Ce sont des langages où vous êtes normalement automatiquement, finalement on vous impose automatiquement un certain niveau d'accès aux données. C'est-à-dire que lorsqu'on a une donnée par exemple qui est déclarée privée, on ne se pose pas la question, l'information est privée depuis l'extérieur de la classe, on ne peut donc ni y accéder à celle-ci, ni la modifier, sans créer des accesseurs ou des modificateurs, c'est-à-dire des méthodes publiques, pour pouvoir ensuite effectuer ça. Et ça nous permet toujours, via l'encapsulation, de pouvoir contrôler ce à quoi on accède et ce que l'on modifie. Par exemple, vérifier la longueur d'un pseudo pour ne pas modifier avec des longueurs qui ne seraient absolument pas correctes par rapport en tout cas aux règles finalement qu'on a voulu imposer sur notre système. Voici un exemple en Python très simple pour qu'on en vienne finalement à ce langage. Donc on a une classe qui représente ici un chat qui a juste un seul attribut qui est name, donc un attribut des plus classiques, une simple méthode, d'accord. Et ensuite on a une autre classe qui représente un chat volant qui hérite finalement de la classe donc chat. Alors évidemment si vous n'êtes pas familier avec l'héritage, je vous invite bien sûr à avoir vu toutes ces notions là dans le cours avant d'aborder ce tuto, ça va de soi, pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo. On, bien sûr, initialise ce dernier, donc simplement en faisant appel au constructeur de la classe mère, donc rien de particulier non plus, pas de nouvel attribut ici, et une méthode qui est propre donc au chat volant. Le chat volant peut voler, d'où son nom, là où le chat, lui, terrestre, ne peut finalement que miauler, mais ce comportement est bien évidemment hérité aussi dérive pour le chat volant, qui lui-même est capable bien sûr de miauler, sinon ce serait un peu bizarre. Ici une simple création donc de deux objets, un chat et un chat volant. On fait appel à leur méthode pour miauler, et bien sûr le chat volant est capable de voler, donc il fait appel aussi à sa méthode. Les plus classiques, et si j'exécute tout ça, voilà, à l'exécution, jusque là, pas de problème, pas d'embrouille comme on dit, et c'est des choses que vous savez faire et que vous avez toujours compris, parce qu'on l'a abordé en long, en large et en travers dans le cours. Ce qu'on a ensuite abordé, on a été un petit peu plus loin, c'est ce qui concernait l'ajout d'attributs privés. Je vous avais expliqué que pour produire ces attributs privés, on utilise par convention au niveau de Python jusqu'à ce que cette convention change, c'est-à-dire que c'est pas une norme non plus, c'est pas une règle absolue définitive, mais on a convenu de faire précéder le nom d'un attribut par un tiré du bas, simplement, pour indiquer que cette fois-ci cet attribut devient privé. Alors là où ça peut être problématique d'une certaine manière, c'est la confusion qui va pouvoir exister si vous venez ou si vous pratiquez d'autres langages de programmation. Parce que quand on parle d'un attribut privé, on va généralement utiliser un mot-clé pour le niveau d'accès, donc ça va être par exemple ce genre de mot-clé, et on va définir l'attribut tel quel. Et là, il n'y a pas d'accès possible depuis l'extérieur, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Ici, en revanche, on ne va pas avoir tellement de problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que si je repasse en public, on va déjà faire l'essai ici en public, donc on va faire pour les deux. Donc par exemple, lui, s'il affiche son nom, on va faire pareil pour lui. Vraiment faire pour les deux. Et pourquoi pas même changer. Donc si.name. Donc on va mettre voilà, ce nom-là. Ou alors Gigarakan, tant qu'à faire. On va pas changer. Voilà. On fait ce genre de choses avec des attributs classiques, dits publics. On voit bien qu'en dehors de la classe, donc là on est bien à l'extérieur de la classe, on n'est pas dans le code de ces classes-là, on peut accéder aux éléments, donc on est capable d'afficher l'attribut, la valeur qu'il contient, et on est même capable de le modifier. Donc là pour le coup on n'a aucun filtre, aucun moyen de contrôle,
tout est autorisé et par défaut, vous savez que dans d'autres langages de programmation, quand vous créez des attributs et que vous les indiquez comme privés, cela ne serait absolument pas possible. Il faudrait obligatoirement les inscrire comme étant publics pour que ce comportement soit similaire sur d'autres langages de programmation. Là où Python, par défaut, tout est public, ça fonctionne. On va changer justement cette disposition en passant cet attribut avec la convention qui indique que cet attribut devient privé. À partir de là, évidemment, si je fais ce genre de choses, ça ne marche plus puisqu'il cherche un attribut qui s'appelle name et en fait l'attribut s'appelle underscore name. Donc on n'a plus ce même nom. C'est à partir de là que vous pouvez mettre en place des propriétés, comme on l'a vu dans le cours, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, ou comme on l'a vu dans les décorateurs aussi comme exemple. Donc je ne vais pas vous montrer ça, je l'ai déjà fait en vidéo. Mais cela ne nous empêche pas, et c'est souvent le genre de question que j'ai pu avoir aussi, de se dire finalement, voilà, j'ai bien compris comment ça marchait. En fait, il suffit de reprendre le nom exact que l'on a pour l'attribut, donc rajouter le fameux tiré du bas. Voilà. On réexécute le programme, et on se revient exactement au même en fait, au même principe. C'est juste qu'on a changé le nom de la variable finalement, de l'attribut, donc il suffit de changer ça au niveau de l'exécution, au niveau de la création de nos objets, et on a à nouveau accès donc en lecture et en écriture aux différents attributs. On n'a pas vraiment corrigé finalement le problème, ou trouvé une solution, on a fait que détourner et le rajouter ailleurs, en changeant juste la syntaxe, et ça nous a donné l'accès quand même. C'est une convention. C'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas une règle absolue, ce n'est pas défini en interne dans le langage, c'est juste une convention qui indique, donc c'est un accord finalement que les développeurs prennent en se disant que s'ils ajoutent ici un tiré du bas sur un attribut, il est convenu que cet attribut est privé. C'est-à-dire que c'est au développeur d'avoir la maturité, en tout cas la présence d'esprit, de se dire ok, cet attribut dans le code ici que j'analyse ou avec lequel je travaille, il y a cet attribut qui est marqué d'un tiré du bas, préfixé un tiré du bas, donc c'est que le développeur, l'intention du développeur était de marquer cet attribut comme étant privé, alors il convient de ne pas accéder directement ni modifier cet attribut en fait en dehors de la classe. Donc même si cela est fonctionnel, qu'on peut le faire, vous ne devez pas le faire par convention. Mais encore une fois, vous l'avez compris, dans l'absolu, si vous voulez le faire, c'est techniquement faisable, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors le langage, il a fallu aller un peu plus loin, parce que là on est sur finalement des systèmes privés, c'est-à-dire que il peut être très rapide, d'accord, très vite accidentel, même si on veut faire attention, eh bien d'être tenté de modifier l'attribut tel quel. Parce que en fait on rajoute juste un tiré du bas, donc c'est assez simple à changer. On peut faire la modification facilement, et si on passe par des propriétés, pareil, finalement on peut contourner un petit peu tout ça, donc contourner les filtres qui ont pu être faits. Pour mettre en place un semblant d'encapsulation, même si vous allez voir bien sûr les limites que cela a en Python, parce qu'encore une fois c'est pas interne au langage, eh bien on rajoute une couche, finalement, c'est on rajoute un deuxième tiré, et donc nous avons un double tiré du bas qui précède finalement le nom de l'attribut que l'on a. Donc là pareil, si on teste bien sûr le nom tel quel, ça ne marcherait pas. On pourrait tenter donc de suivre la même règle que tout à l'heure, se dire ok, ça a marché tout à l'heure avec l'attribut privé, donc passons-le comme ça, et là vous remarquez que cette fois-ci ça ne marche plus, le fonctionnement ne marche plus. Donc déjà, on a plus ce risque accidentel de se dire, je suis tenté de copier le nom exact de l'attribut tel que je le vois dans le code, dans le code source, voilà, l'attribut est précédé d'un double tiré du bas. Et bien en prenant ce nommage-là, à l'identique, en faisant un copier-coller, ça ne marche plus. Automatiquement, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, on ne peut vraiment plus accéder à cet attribut, il est véritablement privé, il a bien été encapsulé? Oui et non, toujours pareil. On est dans un langage où Python a vraiment une philosophie qui est différente peut-être des autres langages qui utilisent le paradigme objet auquel vous êtes habitué. Part du principe qu'ils ne vont pas restreindre automatiquement tout et intégrer ça directement dans le langage, qui fait que de toute façon, si vous avez mis le niveau d'accès à privé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, inventer tout bidouiller dans votre code, ça ne changera pas. À la longue, en amont, c'est déclaré privé, donc c'est privé, point. Python, en fait, va jouer de certains artifices syntaxiques ou fonctionnels pour pouvoir produire cette encapsulation, même si dans l'absolu, vous allez voir qu'elle n'est pas vraiment. On va remarquer quelque chose. Je vais remettre ici en public ce qu'on a, et on va comme ça procéder étape par étape. Je vais afficher finalement l'espace, d'accord, l'espace de nom de mon objet, donc qui est normalement sous forme de dictionnaire. On avait déjà vu ça dans le cours aussi. Donc je vais afficher le dictionnaire de l'objet qui représente le chat et celui qui représente le chat volant. Si on regarde ici, on exécute le programme, nous avons nos deux dictionnaires, enfin nos deux listes ici, pardon, parce que c'est même pas un dictionnaire, et on a les différents éléments. Le dictionnaire, il est là en fait. Et on a tous les éléments qui composent finalement notre objet. On retrouve, comme vous voyez, le nom de la méthode et le nom de notre attribut. Pareil ici, sauf qu'on a bien sûr la méthode fly
en amont. Qu'est-ce qui se passe si je change par cela? On va exécuter le programme, et on remarque que c'est finalement juste un changement de nommage. Vous voyez, ça a juste changé le nom, bon c'est bien, voilà, on a juste un tiret. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a ajouté ce tiret ici en dehors de la classe, on a pu accéder, modifier les attributs sans problème. Ça n'a vraiment posé aucun souci. C'est juste un changement de nom, une petite simple modification, vraiment pas de problème là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, lorsque l'on met un double tiré du bas, cela cette fois-ci ne fonctionne pas? Vous avez compris, c'est qu'a priori, eh bien, l'attribut ne portera pas ce nom. Voilà, l'attribut n'existera pas en ces termes, et c'est pour ça que l'accès n'est plus possible. Et effectivement, on se retrouve avec la méthode meo, on se retrouve ici à nouveau avec cette méthode et la méthode fly, mais visiblement, on ne voit plus l'attribut name, donc on pourrait penser, en tout cas tel quel, que c'est bon, on a enfin rendu ça vraiment privé, comme j'ai déjà entendu, entendu personnes qui pensaient vraiment à tort malheureusement que ça y est, l'attribut est effectivement privé, donc il n'y a plus possibilité d'accéder ou de modifier à celui-ci en dehors de la classe. Dommage pour vous, il fallait juste regarder un peu plus la liste, puisqu'en fait l'attribut existe toujours, ça va de soi, hein. S'il n'existait pas, et bien en fait il n'y aurait juste plus d'existence tout court, donc on ne pourrait plus travailler avec, et c'est simplement que cet attribut a changé de nom. On a en fait une certaine déformation, une obfuscation, une modification du nom, et vous voyez que cette fois-ci le nom, on a rajouté en fait le nom de la classe. Donc c'est un tiré du bas, le nom de la classe, et ensuite on retrouve le fameux nom d'attribut qui est donc précédé de double tiré du bas. Et on l'a à nouveau ici. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais reprendre ce nom. Voilà, on va aller ici. Donc là, vous voyez, le nom est un peu plus à rallonge pour le coup. On va mettre Takan, comme tout à l'heure. Et ensuite, on réaffiche ce dernier. À votre avis, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Eh bien, ça marche. Voilà. Donc on a à nouveau contourné le système en pensant que ça y est, c'était bloqué. Non, en fait, on a juste pris le bon nom. On a cherché, on a fait un petit peu d'introspection très rapide pour voir un petit peu quel était le nom de l'attribut, le retrouver. Et une fois qu'on a son nom, forcément, l'accès marche, hein, puisqu'on a en face son bon identificateur. Donc on en revient au point de départ. Voilà. Cette vidéo, finalement, n'a servi à rien, comme vous voyez, puisque on ne peut pas faire d'attribut privé. Alors, évidemment qu'il y a un intérêt quand même. Vous l'aurez compris, c'est simplement de vous montrer que ça fait une déformation complète de l'attribut qui évite un risque accidentel d'accéder à un attribut privé en dehors, sans pour autant le bloquer complètement. Voilà, si vous voulez bloquer absolument l'accès à un attribut en le rendant véritablement privé, il faudra passer par un autre langage. Ou alors, éventuellement, passer par d'autres artifices, c'est-à-dire à coup de, alors je sais pas moi, il faudrait repasser par des méthodes spéciales pour pouvoir éventuellement lever des exceptions, et je suis même pas sûr que dans l'absolu on puisse complètement bloquer. Ou alors on finirait par tellement bloquer en fait que même au niveau de la classe on pourrait plus modifier en fait l'attribut, ce qui poserait pas mal de problèmes. Donc c'est simplement, il faut comprendre que Python n'a pas été conçu, en tout cas pour suivre cette philosophie-là, de se dire on a un attribut privé donc on le bloque totalement. Par contre, vous pouvez quand même limiter en tout cas les mauvaises habitudes du développeur ensuite qui va utiliser votre code en passant donc par cette notation là. Voilà, si véritablement vous voulez une encapsulation, en tout cas telle qu'elle peut être faite en Python, mettez un double tiré du bas, et dans ce cas-là, effectivement, la personne ne pourra pas, en ayant même le réflexe de mettre ce nom-là, pouvoir accéder à ces éléments-là. Et vous pourrez ensuite développer des propriétés, et il saura, s'il fait les choses correctement, qu'il faut passer par les propriétés que vous avez définies, plutôt que de chercher à faire des modifications ici. Voilà, généralement c'est ça. Soit on met un attribut en privé comme ça, parce qu'il est juste utile au niveau de la classe, et dans ce cas-là, le développeur finalement ça l'intéresse pas. S'il sait développer, il ne va pas s'intéresser à ça. Soit on a besoin de gérer cet attribut-là en dehors de la classe, et normalement, vous en tant que développeur en amont, vous avez écrit des propriétés en fait pour contrôler l'accès et la modification de celui-ci, ou par exemple juste autoriser l'accès mais interdire la modification, ou l'inverse, autoriser la modification mais interdire l'accès, un peu bizarre mais il peut y avoir des scénarios comme ça, bref, et le développeur ne fera qu'utiliser les services que vous proposez avec votre classe. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc vraiment c'est à prendre en compte un petit peu pour voir finalement comment que ça se passe là-dessus. J'avais fait aussi ici un héritage parce que bien sûr, si on passe, alors on peut voir un test aussi qui peut être intéressant. Je vais faire ça ici. Donc on avait fait par exemple ceci. Voilà, donc classique. Donc là les deux chats ont cette même possibilité, normal, il y en a un qui hérite de l'autre, donc il a accès aux méthodes. Si je fais
quelque chose qui est privé, l'interpréteur va vous indiquer que vous avez peut-être fait une faute de frappe en fait. Est-ce que vous voulez pas finalement dire qu'il faut rajouter un tiret du bas parce qu'ils ont l'habitude que les développeurs utilisent cette convention. Donc on l'ajoute et on en revient au même exemple que tout à l'heure, ça fonctionne à nouveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je rends finalement cette méthode privée avec un double tiret du bas, et bien cette fois-ci, on en revient à la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait possibilité, alors si je mets bien sûr le nom qui va bien, voilà ici, on voit que 4, alors on n'a pas d'attribut ici, parce qu'on a rendu en fait l'accès privé en dehors. Donc je ne peux plus accéder à cette méthode en fait en dehors, telle qu'elle, sauf, bien évidemment, si on utilise le nom qui a été modifié. Alors je voulais pas moi qui me gère ça comme ça. C'est-à-dire le nom là, vous voyez, ça a été aussi déformé. Donc bien sûr, si on passe par ce nom-là, ça fonctionnera à nouveau. Mais on a quand même un système qui fait que, tel quel, il vous déclenche une exception pour vous interdire de faire cette chose-là. Et ce qui fait que, si on voit ça, on se dit, ah d'accord, donc je ne peux pas modifier effectivement depuis l'extérieur de ma classe, d'accord, l'attribut ici n'existe pas, donc cette méthode n'existe pas. Par contre, si je fais ça, pour autant, d'accord, même si c'était interdit en dehors, on voit que là, ça a bien fait appel au niveau du constructeur. Donc qu'est-ce que ça a produit? Eh bien, à l'intérieur de la classe, on a pu appeler cette méthode, vous voyez, avec cette syntaxe. À l'extérieur de la classe, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la classe, cette notation fonctionne. À l'extérieur de la classe, la notation, donc le nom, l'identificateur est changé, est modifié, est falsifié d'une certaine manière, et le nom est différent. Et il faudrait volontairement passer par ce nom-là, effectivement, pour que ça marche. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'absolu, on ne pourra jamais en fait complètement l'interdire. Alors ça vient de l'autre, donc ça va être la même chose. NC4. Hop, ouais, donc ça fonctionne dans les deux cas. Je vais enlever l'autre ici, qui est de trop. Mais ça nous oblige véritablement à avoir le nom, voyez, précis, qui a été donc falsifié. Donc dans tous les cas, ne prenez jamais ça, parce que j'ai pu le voir dans certains cas où certaines personnes abordaient justement ce principe d'attribut privé, en expliquant que ça y est, si vous avez fait cette notation, c'est bon, l'attribut, donc sur un attribut, ne sera plus accessible. Voilà, t'es persuadé que c'était le cas, sauf qu'en réalité, vous avez vu, vous avez la preuve en vidéo que non. Non, on ne peut pas dans l'absolu complètement bloquer ça. Si la personne veut véritablement y accéder, il le pourra à l'extérieur de la classe. Parce que c'est comme ça qu'a été conçu le langage, il n'a pas été conçu pour bloquer systématiquement ça, mais au moins de mettre certains outils en amont pour que ce soit bloqué. Avant de terminer cette vidéo, petit point quand même sur notamment la convention privée qui est celle-ci. Comme je vous dis, ce n'est pas gravé dans le marbre, d'accord, c'est une convention, c'est-à-dire qu'à tout moment ça peut changer. Là c'est ce qui est appliqué en tout cas actuellement. Peut-être que le mois prochain, dans un an, dans 10 ans, ce sera différent et qu'on aura donc un système différent, une notation différente pour faire ça, et que l'encapsulation sera gérée également différemment. Alors on n'est pas, rien ne dit qu'à l'avenir le langage ne change pas dans ce sens, se rapproche d'autres langages ou au contraire conserve sa philosophie sur ce point-là, ou simplement aborde une autre fonctionnalité ou une autre manière en tout cas de définir ça et de mettre au point un petit peu tout ça pour gérer l'encapsulation des données, en tout cas qu'on peut retrouver ici pour nos classes. Je voulais être suffisamment explicite, faire un petit peu le tour de tout ça, c'est pour ça que ça a fait le sujet en tout cas d'un petit tutoriel, et que j'avais pas mis ça dans le cours non plus, puisque ça n'avait rien à faire dans un cours pour des gens qui démarrent, mais au moins là vous avez tout ce qu'il faut pour compléter un petit peu ce principe d'attribut ou de méthode d'ailleurs, privée qu'on peut avoir ici en Python, pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment tout cela fonctionnait en amont, finalement en interne, et maintenant cela n'aura plus vraiment de secret pour vous. Je vous dis à bientôt, s'il y a des questions, pensez aux commentaires, et nous on se revoit pour d'autres vidéos sur la chaîne, bien évidemment. A bientôt, ciao.